Alors, je vais utiliser le chat. Du coup, vous allez pouvoir remplir un petit questionnaire. Et on va partir de là, en fait, pour introduire toute notre activité. Petite introduction. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de parler d'individualisation des apprentissages et pour remettre au cœur du sujet, pourquoi faut-il individualiser les apprentissages? Simplement, les résultats du test vont déjà vous montrer pas mal de choses. Si on vous demande d'apprendre une choré, on en a seulement 20% qui sont trop facile, 47% qui ça va être compliqué. Il y en a 7% qui vont demander un ami pour l'apprendre et 27% qui vont baisser les bras dès le départ. Donc ça veut bien dire que face à certaines situations, je continue pour les maths, hop, on est pareil un petit peu. Ah, il y a peut-être plus de profs de maths là Ça aide. Il y a quand même plus de profs de maths probablement dans l'équipe. Mais donc, la team langue est là. Ils sont peut-être doués en maths aussi. Donc pour tout ce qui est les maths, on en a quand même 53% qui se débrouillent. Et puis les autres qui vivotent un petit peu, 33% qui vont aller voir sur Internet. Ça, c'est les référents numériques. Alors, si vous tenez un stand à la journée porte ouverte, on voit aussi que c'est bien réparti. Tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes attentes, d'où l'intérêt finalement de pouvoir individualiser. Il y en a quand même pas mal qui vont au bar. Hein, là. J'ai quand même mis qu'il y avait la vaisselle à faire et ça ne les a pas arrêtés. OK. Pour le prof d'anglais qui demande de décrire les hobbies, allez, c'est faisable pour pas mal d'entre vous. On voit les profs de langue, du coup, Isa, tu avais raison. Et mine de rien, en maths, on utilise pas mal l'anglais aussi. Et ChatGPT, mais ça va être fini. Et la toute dernière, c'était l'accent français. Il y en a quand même pas mal qui sont pas top pour les langues. 50% qui vont avoir du mal. Et c'était quoi? Et 29% qui vont se répéter et 21% trop facile. Donc ça montre bien finalement que face à toutes les situations qu'on va utiliser ici pour individualiser, il faut individualiser. Il n'y a pas le choix parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et j'allais réfléchir. Pour la suite, Isa, tu prends la main ou je prends finalement? C'est comme tu veux. Je te relaisse la main pour la petite visio, le petit WooClap. Voilà, c'était juste pour convaincre ceux qui n'étaient pas encore convaincus que l'individualisation, elle est plus que nécessaire pour répondre aux besoins de tout le monde et finalement aux personnalités de tout le monde aussi. Alors, je vais arrêter. Je vais te repasser la main. Et qu'aussi, elle est présente dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Et donc, vous voyez mon écran? Je sais plus. Oui. Alors, on va reprendre là. Donc, à la base, moi, je me suis lancée là-dedans. On va vous expliquer comment on s'est lancé dans l'individualisation des apprentissages. Et moi, c'est notamment grâce à mes fils qui sont à un besoin spécifique et qui étaient très malheureux avec leur prof. Et donc, je me suis dit, voilà, moi, j'ai des élèves à besoins spécifiques dans mes classes. Je peux peut-être pas aider mes fils dans leur classe, mais j'ai certainement les fils d'autres personnes que je peux aider dans mes classes. Et dans mon école, il y avait beaucoup d'élèves au potentiel. Et souvent, c'était des élèves qui m'embêtaient, entre guillemets, parce qu'ils avaient fini plus vite, ils me prenaient pour une débile profonde, ou alors ils dérangeaient les autres parce qu'ils s'embêtaient. Et donc, pour moi, c'était vraiment important de pouvoir m'occuper d'eux. Et en me formant sur les élèves à haut potentiel, j'ai découvert qu'en fait, tout ce que j'allais mettre en pratique pour eux, c'était bon pour tout le reste de mes élèves, aussi bien les dyslexiques, tous les types de 10, que les élèves normaux. Chacun y trouvait son compte et que finalement, on se retrouvait dans le deuxième cas de figure avec la petite palissade où j'étais capable de fournir l'aide qu'il fallait à chaque élève. Donc voilà. Et Virginie? Alors moi, c'est l'autre partie, vu que c'était dans le technique professionnelle que j'ai enseigné directement dès ma première année, avec des premières, à l'époque, c'était des premières. C'était pas les premières P encore, enfin, il y avait des premières communes, je sais plus comment ça s'appelait, j'ai oublié le vocabulaire, et en 2P aussi, deuxième poly.
Et donc là, c'était la difficulté. J'avais pas les hauts potentiels, mais j'avais des gens de tout niveau et beaucoup qui n'avaient pas eu le CEB, des choses comme ça. Et donc, il fallait vraiment que j'adapte mon cours de maths en fonction des élèves que j'avais devant moi, ceux qui avaient réussi et qui étaient bons, et surtout ceux qui n'avaient pas du tout le niveau. Et donc, j'en suis arrivée forcément à faire des exercices différents dans la même classe, dans le même espace, et donc pouvoir gérer tout ça. Avec les outils informatiques de maintenant, ça m'a simplifié la vie, mais à l'époque, il n'y avait pas. Et j'avais pas de local informatique dans l'école, et donc on était encore au bon vieux mode papier, et plein de fardes, et plein de petits brouillons, et plein d'exercices différents avec des corrigés à gauche, à droite, et mon organisation très pénible de l'époque. Donc voilà, ici j'espère qu'on va pouvoir vous aider à trouver les outils numériques qui font ça bien, facile, rapide. Et au-delà des élèves à besoins spécifiques, effectivement, être prof d'anglais à Bruxelles ou de néerlandais, on a vraiment énormément d'élèves bilingues qui peuvent être une bénédiction comme une malédiction. Et donc, comme l'a dit Virginie, moi aussi j'ai essayé de les occuper avec la version papier, mais j'étais découragée. Et puis, boum, petite pandémie, tout le monde est équipé. Et là, vraiment, ça a facilité tout mon travail pour atteindre les objectifs auxquels je voulais arriver. Alors, c'est bien beau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de se dire, tiens, on va penser à un exercice par élève. On pourrait se dire, tiens, il y a ces intelligences multiples, les différents types d'apprenants. Si on commence à faire une leçon pour chaque type d'intelligence ou chaque type d'apprenant, même si ça n'est pas du tout utile, on ne va pas s'en sortir. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait organiser ça de façon durable pour les professeurs? Et donc, pour commencer, je voulais revoir avec vous ce que vous connaissez certainement. Quels sont les 4 piliers pour qu'un élève apprenne bien? Et ensuite, on va vous montrer comment on a mis ça en application dans un cours de langue et dans un cours de mathématiques. Donc, le premier pilier, ça, on va pas en parler aujourd'hui parce que, voilà, c'est votre job, vous le connaissez très bien. C'est déjà de captiver l'attention de vos élèves et de créer un cours attrayant où ils vont daigner vous écouter. Le deuxième, ça va être l'engagement actif. Et en fait, c'est au cœur de tous nos programmes. C'est vraiment se dire qu'on va s'entraîner avec des exercices ou des petits tests répétés pour voir si on maîtrise la matière. Une fois qu'on se sent prêt, c'est intéressant d'avoir un retour d'information. Donc, c'est-à-dire de voir si ce qu'on pense avoir compris est correct ou pas. Et en général, c'est là que le bas blesse dans notre enseignement, parce que là, au lieu de faire du test formatif, beaucoup de profs font du sommatif, ça compte pour le bulletin, et l'élève n'a pas cette occasion d'avoir son feedback donné par le professeur. Après, on a tous des journées de 24 heures, on ne va pas passer notre vie à donner du feedback à nos élèves. Et une fois qu'on a eu ce feedback, c'est un peu la musculation de l'élève, c'est se dire, voilà, je vais m'entraîner avec le feedback que j'ai reçu, les nouvelles connaissances que j'ai reçues, et je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et ensuite, seulement devrait venir l'évaluation sommative. Alors, comme je vous le disais, dans notre système scolaire, vraiment, l'erreur, elle est bannie. Et d'ailleurs, moi, quand je disais à mes élèves, chouette, vous allez faire des erreurs, ils étaient là, ouais, vous êtes bien la seule à être contente de faire des erreurs. Nous, nos parents, ils vont pas être contents. Et c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que comme vous voyez ici, et ça depuis la naissance, les neurosciences ont prouvé par IRM et tout ça, ça a été étudié, que en fait le cerveau, dès le plus jeune âge, il aime bien faire des prédictions. Et c'est comme ça que les enfants vont apprendre.
Donc, une prédiction, ça va être quoi? Ça va, par exemple, être les enfants qui vont laisser tomber un jouet et ben, ils voient que le jouet tombe par terre. Et puis, on va prendre un bateau, un petit bateau en plastique, et on va le faire tomber dans l'eau. La prédiction de l'enfant, ça va être quoi? Ça va être de se dire, bah, il va tomber au fond de la baignoire, quoi. C'est logique. Tous les objets font ça. Et en fait, l'enfant, quand il va voir le bateau flotter, il va voir qu'en fait, sa prédiction est différente de la réalité. Ce qui va créer chez lui un moment d'étonnement où il va se dire, oh, mais le bateau flotte pas. Et il va vouloir comprendre pourquoi le bateau flotte pas. Et donc, c'est là que on va lui expliquer, ben voilà, le bateau flotte pas enfin, et là, je ne vais pas me lancer dans l'explication scientifique, ça doit être avec Archimède. Mais on ne va pas lui dire ça quand il est bébé, évidemment. Et donc, c'est cette rétroaction immédiate qui va faire que la prochaine fois qu'un objet va être jeté dans l'eau, ben, l'enfant, il aura appris que dans l'eau, l'objet flotte. Et en fait, ce qui est intéressant pour le professeur, c'est vraiment de s'intéresser aux prédictions que va faire ses élèves. Donc, en langue, ça va être, on lui demande de conjuguer des verbes à un certain temps, et on va voir si l'élève, dans ses prédictions, il tombe juste ou pas. S'il tombe, si c'est correct, c'est bien, c'est qu'il a compris. Et si ces prédictions ne sont pas correctes, alors les neurosciences aussi ont montré que c'est bien de donner un feedback. Et que le feedback, il y a plusieurs types de feedback qu'on peut donner. Donc, on peut dire c'est bon, c'est pas bon. On peut dire c'est bon, c'est pas bon avec la bonne réponse. Mais en fait, le feedback le plus efficace, ça va être c'est bon, c'est pas bon, avec la bonne réponse et une explication. Donc, si vous êtes dans des classes chargées, on est d'accord aussi que ça va être dur de vous démultiplier en 30 exemplaires de vous-même pour donner une explication à chaque élève. Et c'est là que le numérique peut vraiment nous aider. Et donc, je vous conseille, si vous voulez lire sur le sujet et d'autres neuromythes, vous avez les sources. On vous partagera la présentation par la suite. Et donc, avec ce feedback immédiat, on va pouvoir faire une remédiation immédiate en fonction des élèves et on va faire une progression individualisée parce que les élèves qui ont compris, eh ben, on va essayer d'aller chercher l'erreur. Parce qu'en fait, et ça les IRM l'ont montré aussi, quand un élève fait des bonnes prédictions, il n'apprend pas, en fait. Donc, il faut aller jusqu'au moment où l'élève fait des erreurs pour qu'il puisse continuer à apprendre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez intervenir? Vous voulez ajouter quelque chose? Non? Voilà. Et donc, c'est là qu'on va passer au deuxième pilier, donc l'engagement actif. Comment est-ce qu'on va faire s'exercer les élèves? Et Virginie va reprendre la main. Oui, je pense que tout n'est pas affiché. Tu peux avancer un petit peu. J'avais mis des animations à l'époque quand on l'a fait en live. Voilà. Tu me dis. Donc, le but, c'est bien de rendre l'élève acteur. Donc, c'est comme ça qu'on va mettre en action, en fait, les élèves, mais de manière autonome et sans oublier la collaboration, qui sont les deux, comment je peux dire ça, les deux événements principaux à mettre en place pour se décharger un petit peu, finalement, et ne pas être toujours la seule personne qui porte tout le poids du travail. Il faut, comme le dit bien la petite devise qui est là en dessous, il faut que le maître s'arrête d'enseigner pour que l'élève commence à apprendre. Et donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, pour mettre en place ces deux ingrédients qui sont l'autonomie et la collaboration, on va pouvoir passer à la dia suivante. Ça s'apprend. Donc, ça veut dire que ça ne va pas être direct. Je peux encore appuyer une fois. Ça ne va pas être direct, notamment concernant l'autonomie.
il va falloir mettre des choses en place. Comment rendre mes élèves autonomes? Alors, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais on va pouvoir faire ce qu'on appelle un plan de travail. Et donc, ça va permettre de fixer des objectifs clairs, de donner des consignes claires pour que l'élève, en fait, il ait toutes les clés en main pour y arriver, pour faire les choses seul et pour savoir ce qu'il doit faire sans attendre que le prof lui dise. L'important aussi, c'est de se dire qu'il va falloir créer des rituels. Et alors, la première question que les professeurs demandent, c'est « Ok, mais j'ai déjà essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. Et donc, comment est-ce que vous avez fait pour faire ça ?» Généralement, il faut être clair, ça ne se fait pas tout de suite. Et donc, il ne faut pas arrêter après la première fois. Il faut continuer, persévérer, parce que c'est des rituels qui vont prendre le temps de se créer, de se mettre en place avec les élèves. Et donc, petit à petit, allez, si je commence dès la rentrée en disant à mes élèves, on procède comme ça à mon cours. Les premiers cours, ça va aller difficilement. Ils vont toujours me redemander, Madame, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Où je trouve ceci? Où je trouve cela? Et petit à petit, c'est les autres élèves qui vont répondre à ma place. Et à la fin, ils sauront tous comment ça fonctionne, quelles sont les règles en classe et comment ils doivent se mettre au travail tout seuls. On peut passer à la suite. On va voir. Ça, c'était toi qui avais fait à l'époque. Oui. Et donc, c'est important, grâce à ces petits rituels, au plan de travail et au drill, et ça va vraiment mettre, et tu avais la même, si vous commencez en septembre, vous verrez les fruits de votre drill fin octobre, début novembre. Après le premier bulletin. Alors, ce que ça va vous demander du travail, mais à terme, ça va vous aider aussi parce que vous allez rendre les élèves indépendants. Donc, ils n'auront plus besoin de vous, comme tu as dit, pour avancer. Et ils attendront plus la bouche ouverte en attendant que leur prof leur donne l'exercice suivant à faire. Ils vont pouvoir prendre des décisions en fonction de leurs besoins. Ils vont pouvoir décider ce qu'ils doivent faire par la suite. Petit à petit, grâce à ça, ils vont apprendre à connaître leurs forces et leurs faiblesses et apprendre à travailler sur leurs faiblesses en classe. Et ça va aussi les responsabiliser dans le sens où, au début, je vous dis, moi, ils me prennent pour un extraterrestre quand je leur dis c'est chouette, on va faire des erreurs. Mais vraiment, c'est quelque chose de très précieux pour eux, pour la suite aussi, parce que tout au long de la vie, c'est comme ça qu'on va apprendre, c'est en faisant des erreurs et en apprenant de ces erreurs, pas rester sur un échec. Et ça va nous permettre d'avoir du feedback et un discours, un dialogue pédagogique avec l'élève beaucoup plus poussé, où on va vraiment pouvoir jouer un rôle de pédagogue et trouver avec lui sa manière d'étudier. Ça va nous libérer du temps aussi pour aller chez les élèves qui ne sont pas motivés, parce que parfois ils ne sont pas motivés parce qu'ils ne comprennent rien du tout, ou ils n'ont pas la bonne méthode d'apprentissage. Et vraiment, quand on libère du temps pour ces élèves, c'est une manière de les motiver aussi. Là, je vais reprendre la main peut-être pour la présentation. Okay. Il y a pas mal de petits liens à aller chercher. Ok, je coupe. Voilà. Hop, voilà, ça arrive. Alors, hop. On était là. Par rapport à tout ce qui est plan de travail, donc on va passer dans la partie un peu concrète et vous donner quelques outils numériques que vous connaissez ou pas, ou enfin vous allez peut-être les découvrir aussi. Je ne vais pas donc encore m'attarder, ce sera juste après, je pense que j'ai mis une dia, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le plan de travail, mais plutôt ici sur les outils pour créer. C'est pas forcément que des plans de travail, c'est aussi des routines ou bien des checklists ou des choses comme ça pour pouvoir donner une structure à l'élève dans laquelle il peut progresser tout seul. Alors, on va pouvoir le faire évidemment de manière simple ici, je ne sais pas si vous voyez, sur le flux de mon Classroom, sur votre canal si vous utilisez Teams, mais simplement d'écrire à l'élève les tâches qu'on attend de lui et lui donner une échéance concrète. Donc, j'attends que dans 50 minutes, tu aies fini tel travail, dans 50 autres minutes, tu aies fini tel et tel travail, et éventuellement, toujours pouvoir mettre aussi à manger pour ceux qui ont plus faim que les autres, et donc mettre des travaux supplémentaires si tu as fini. Alors moi, j'aimais bien toujours mettre l'élève qui a fini, il peut aller déjà coacher ses collègues,
Et puis sinon, il y a des parcours plus individuels et des petits défis personnels à relever. On va pouvoir, donc ça c'est par rapport à tout ce qui est simple communication. Donc là, j'ai pas utilisé d'outils spécifiques, j'ai simplement communiqué sur mon cours, sur mon Teams, sur mon Classroom, sur mon Smart School. Je ne sais pas tous les ENT que vous pouvez imaginer. Et la deuxième solution, c'est passer par BookWidget. Alors sur BookWidget, il existe les listes de contrôle. Je vous montre ça. Hop, donc voilà, c'est bêtement une liste avec des checkbox. Et donc, il va réaliser les tâches. Il lit ce qui est écrit. Au fur et à mesure qu'il réalise les tâches, il vient mettre son petit V pour dire ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, j'en reprends une deuxième. Je vais pouvoir aussi mettre en place éventuellement une web quest pour ceux qui connaissent BookWidget. Donc, je rappelle, c'est un outil payant, mais ceux qui ont la chance de le connaître, il est très chouette. Et donc là, on va pouvoir aussi définir carrément tout un chapitre, tout un travail avec une partie de tâches à réaliser ici. Donc, il y a différentes étapes où ils vont pouvoir lire et faire des exercices qui sont intégrés dans ces étapes. Donc, chaque lien ici renvoie vers un autre exercice. Je peux en ouvrir un pour vous montrer. Et donc là, ils ont un exercice à rendre, à compléter, qui va se corriger tout seul. Et donc, le petit parcours, hop, ici, dans lequel ils vont pouvoir donc progresser au fur et à mesure. Virginie, j'ai une question. Les checkboxes, on peut les voir à distance? Oui. C'est une bonne question. Il y a l'option live dessus. Okay. Et je pense, Amélie, toi, tu avais utilisé ça, non? Je ne suis pas sûre. Non? Ah oui, c'était l'autre groupe. J'ai utilisé BookWidget, oui, mais pas pour faire des web quests. Ou... Non, mais le checkbox, tu vois la liste de tâches. Oui, je crois qu'on l'avait fait pour ce qu'on avait fait le travail en groupe. Oui. Je pense qu'on avait utilisé ça. Oui. Et il y a l'option live. Ça, je ne sais pas. Moi, je l'ai utilisé. Chacun faisait ce qu'il voulait. Voilà. Ça peut être deux façons de faire, hein, effectivement, de faire voir pourquoi on fait la checklist et pour qui. Si c'est juste pour l'élève, il n'y a pas besoin de retour. Si par contre, Laurent, toi, tu préfères avoir un retour et voir où ils en sont chacun, peut-être qu'il y a d'autres outils qui seront plus performants ou d'autres manières de faire, en fait, pour avoir le retour. Non, mais tu as le live, donc tu peux voir en direct quel élève a coché quoi. En direct, et après, tu as un retour quand tu arrêtes le live, tu l'as toujours oui, si tu vas voir dans ta classe, quoi. Dans la classe, ok. Oui. Oui, je ne suis pas une spécialiste de note les rapports. C'est toi, Isa, mon rapport par rapport à BookWidget. Moi, je ne l'ai pas testé en classe, hein, on n'avait pas d'outils payants, donc voilà. Mais par contre, je viens de le découvrir maintenant que je suis technopédagogue, j'ai juste envie de l'utiliser en classe. J'en rêve. Et une deuxième façon simple, c'est d'aller simplement faire vos cours en PDF et donner accès à ce PDF sur lequel ils vont pouvoir écrire avec Camille. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis d'exemple de PDF. Hop, voilà, c'est un exemple. C'est un truc tout fait trouvé sur Internet. Et donc là, ici, simplement, avec Camille, est-ce que je l'ai, Camille, mon amie, hop, je vais pouvoir simplement utiliser les outils pour faire une croix, colorer, mettre du fluo sur mon PDF et donc dire à l'élève, ou l'élève le fait tout seul. Je pense qu'il y avait les deux vues dans le document, la vue du prof et la vue de l'élève. Hop, voilà. Mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont déjà faites ici. Donc, il y a un code couleur qui est bien indiqué sur le plan de travail aussi en disant en V, ça a été corrigé, c'est correct. Ça recharge. L'Internet est bon partout. Moi, ils sont occupés d'installer la fibre dans mon village, et donc c'est la galère aussi. Qui corrige quand on est sur Camille, du coup? Qui corrige? Alors, tant l'élève n'a pas rendu le PDF au prof, le prof ne sait pas voir ce que l'élève a écrit. Oui, donc ce n'est pas un... Sauf s'il l'ouvre avec Camille directement, il me semble. Hein. Lisa. Le prof? Oui. Mais il me semble que tu ne le vois pas dans ton Classroom, mais si tu cliques pour ouvrir le document avec Camille, tu verras ce que l'élève a fait. Mm-hmm. Il ne faut pas rester dans le Classroom, il faut vraiment l'ouvrir avec Camille à chaque fois pour voir quelle est la progression. Ça, c'est... Au départ de Camille, on le voyait dans le Classroom, et puis il y a eu un moment où ça se voyait. Oui, mais Sophie, tu parles de l'exercice, c'est ça? Mais là, c'est juste le plan de travail, et pour la correction, ça vient après. Oui, le teaser que Isabelle vous a fait sur les feedbacks immédiats, ça arrive dans la suite. D'accord.
Ça va. Donc là, on est vraiment juste sur le plan de travail et la façon dont on peut mettre en place une routine avec les élèves. Et après, on verra effectivement comment on fait les exercices avec des feedbacks. Donc ici, voilà, on peut utiliser Camille pour venir annoter. Donc je peux aller faire ma petite croix en rouge. Imaginons qu'il n'a pas bien fait cet exercice-là. Hop, voilà. Hop, qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple? Je reviens ici. Évidemment, pour donner une ligne de conduite à vos élèves, vous pouvez très bien créer un site aussi. Et là, j'ai, je ne sais plus, la collègue de Gilles Crêpe et de Arnaud qui va retrouver le site de Bastogne, qui est donc un site fait par les profs de maths. Et donc, l'élève vient ici et retrouve tout le cours. Il va pouvoir vraiment aller, je ne sais plus lequel j'avais essayé, retrouver le cours en format PDF et des exercices d'application plus bas, un petit peu de théorie pour se tester. Hop, c'est des vidéos interactives ou des Google Slides. Voilà. Donc, il va pouvoir progresser tout seul parce que tout est disponible et donc chacun avance à son rythme. Idem avec un Geniali, on peut créer un parcours dans lequel on vient mettre plein de ressources et notamment ces fameux exercices avec feedback qu'on va vous expliquer juste après. Donc ici aussi, c'est un petit parcours. L'élève sait par où il doit commencer. Il va être envoyé vers une autre présentation dans laquelle il va pouvoir progresser tout seul. Alors, ce qui aide pour la progression autonome aussi, c'est qu'il y a des petites vidéos, des enregistrements, des tutos pour qu'ils puissent avancer. Comme ils sont équipés avec les ordinateurs, quand chacun a son matériel, en tout cas, ça aide. Et donc, il va pouvoir faire les exercices qui sont dans le cours, proposer, avancer avec un suivi, un feedback éventuellement, ou pas de feedback aussi. Pas de feedback pour le prof, là, j'utilise le même vocabulaire qu'avant. Hop, donc ça, c'est des parcours. On peut créer effectivement tout ça. Ça demande du temps, par contre. On peut aller sur la digitale. Je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas encore les outils de la digitale. Il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas. Alors, ici, c'est Digistep. Alors, la digitale, ils ont plein de choses. On peut couper des vidéos, on peut faire des digipads. Et je pense que l'exemple de Digistep, il est ici. Là, on n'a pas dans mes souvenirs, il n'y a pas de retour. Je ne peux pas aller voir la progression des élèves, mais par contre, les élèves ne savent pas progresser tout seuls sans avoir fait les activités parce qu'il y a des codes et des choses comme ça qui ont été mises en place. Donc, je vois, c'est des petites vignettes. Vous avez vraiment des petites vignettes. Et vous voyez ici, vous avez un exemple typique avec le code d'accès pour débloquer le contenu. Et en fait, le code d'accès, il est à la fin de la vidéo interactive. Donc, tant qu'il n'a pas fini l'activité précédente et qu'il n'a pas été au bout des choses, je vais ouvrir la petite vidéo interactive, il ne va pas pouvoir trouver le mot de passe et donc aller... c'est pas une vidéo, si, c'est une vidéo interactive ici. Si je ne fais pas les questions, je pense que je n'ai pas accès au mot de passe, donc je ne pourrai pas vous montrer jusqu'au bout. Donc, vous avez compris le principe. J'ai une activité que je fais, et puis après, pour passer à la suite, je mets le code et j'ai accès à la deuxième activité. Vous voyez qu'il y a des quiz qui viennent de Learning Apps. Donc, c'est un système où on va aller chercher toutes nos ressources, plein de petits outils qui sont en ligne, et on va pouvoir venir les intégrer, les mettre les uns à la suite des autres pour faire un parcours pour l'élève. Ça va, donc ça, c'est Digistep. Et tout bêtement, je peux aussi passer par un Google Docs avec des checkbox. C'est très bien aussi. Et donc, de nouveau, là, dans le parcours, c'est un Google Docs de révision que j'avais fait pour les examens. Il y a les compétences, il y a les exercices du livre, et à côté, il y a à chaque fois un petit travail formatif qu'il peut faire avec autocorrection et le fameux feedback immédiat. Et à chaque fois, quand il y en avait une petite vidéo tuto, s'il doit aller revoir la matière avant de faire. Et il peut donc checker, ça je maîtrise pas. Hop, ça se remplit avec la petite checkbox quand il a acquis les choses. Voilà pour les exemples. Et n'oubliez pas que, là où il y a beaucoup d'outils qui sont présentés, si vous avez encore l'accompagnement et du kit cette année, vous avez les accompagnements individuels pour revoir ça avec le technopédagogue et du kit, ou alors vous avez toujours les technopédagogues des réseaux qui sont toujours là pour vous aider. Exactement. Donc ouais, c'est pas des choses... Certains vont les découvrir tout seuls, ce sera suffisant, juste la démonstration ici, et les autres, il ne faut pas hésiter. Travailler aussi en collaboration avec les collègues et tester entre vous avant de tester en classe, ça peut être rassurant. Et sinon, il ne faut pas hésiter à faire des erreurs devant les élèves aussi. Moi, perso, j'aimais bien faire les classes tests et ils étaient contents de voir qu'on peut se planter aussi. C'était pas plus mal. C'est vrai. Et souvent, ils me disaient, c'est eux qui trouvaient la solution parfois à mon problème aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement dans le plan de travail ?
on va pouvoir partir sur une partie d'activité commune à tous les élèves, donc vraiment avec les mêmes exercices de base pour atteindre les mêmes compétences. Donc ça, on va pouvoir le définir là-dedans. On peut aussi planifier des activités propres à chaque élève et faire de la différenciation. On va pouvoir également mettre des exercices plus avancés, mettre des problèmes, des défis, une partie à revoir si j'ai des difficultés, ou une partie avancement, défi de dépassement, peu importe comment vous l'appelez, mais donc une partie pour que les élèves qui ont fini avant les autres puissent encore avancer, progresser, découvrir des nouvelles choses qui les intéressent. Une partie dans laquelle on va pouvoir, alors c'est des indications, hein, c'est pas une obligation, mais on va pouvoir aussi voir l'état des compétences et s'ils passent des petites interros, pouvoir aussi mettre l'avancement de ces interros et de ces validations de compétences. Aussi une validation, il y a de l'auto-évaluation, donc quand lui il met, et aussi une validation du professeur, comme ça on a les deux traces sur le document éventuellement. Une partie de bilan ou de communication avec la famille, ça va dépendre un peu de l'âge de vos élèves, hein, si c'est des premières, deuxièmes, 3, 4, on n'a plus les mêmes rapports, mais c'est possible également. Je vois qu'il y a une partie qui n'est pas passée. La dernière phrase, elle n'est pas finie. On avait juste mis trop de choses dans le... Non, j'ai juste oublié d'écrire la fin. Donc, soit. Et pour l'activité extra, ce qui est bien, c'est si vous avez fait des exercices en classe, c'est pas de dire « Ah, ben, tu as fini tous tes exercices, je vais t'en remettre une dizaine. » Parce que franchement, l'élève, il va freiner des cas de fer et il va traîner pour pas devoir aller faire les exercices en plus. Il va se sentir pénalisé. Donc, il va emmener le monde. Voilà. Et donc, le but, c'est d'occuper avec cet extra nos fameux élèves qui sont en avance et pour qu'ils soient calmes, les occuper. Et donc, comment on va les attirer vers cet extra? Il faut que ce soit un peu sexy. Donc, j'avoue qu'en maths, je ne sais pas comment on fait, mais en langue, c'est possible, j'en suis sûre. Mais en langue, par exemple, moi, j'ai préparé des vidéos d'une série avec des questions de compréhension à l'audition. Ils étaient très contents d'aller regarder leur petite série en anglais quand ils avaient fini. Ou sur Khan Academy, j'avais une classe de STEM, je les ai lancés sur apprendre à coder en JavaScript. Ils adoraient aussi, ils me foutaient la paix, c'était en anglais, moi mon job il était fait. Et ou alors leur faire des activités avec des chansons, avec des jeux. Et comme ça on les occupe et ça va nous libérer un temps précieux qu'on va pouvoir dédier aux élèves qui sont en difficulté ou qui ont besoin de notre aide. Tout à fait. Pour les maths, de mon côté, moi, c'était beaucoup de ludique aussi. Donc, j'avais des petits jeux de société de maths. Donc, quand ils avaient fini, ils peuvent aller chercher une boîte où, pour les premières, en tout cas, il y a des jeux où on compte avec les nombres négatifs et positifs. Vous pouvez faire un jeu de société. J'avais beaucoup des casse-têtes. Moi, j'aime beaucoup les casse-têtes. Donc, j'avais toute une boîte avec plein de casse-têtes aussi. J'avais des imprimeurs et donc, j'ai mis des constructions géométriques pour utiliser le compas. Ils aimaient bien faire des rosaces et ce genre de choses. Et sinon, après, il y a aussi tout ce qui est problème... Il y a un chouette site que je vous montrerai à la fin avec 2 profs de maths un peu timbrés qui font plein de vidéos et qui posent des vraies questions, des problèmes de la vie de tous les jours. Et à chaque fois, il faut trouver en fait lequel des deux a raison. Et donc, après, ils doivent discuter. Et c'est en rapport avec les matières, donc c'est très sympa aussi. Donc, il y a moyen d'activer et trouver des choses sympathiques en maths aussi. Hop, par la suite... on passe à la partie évaluation formative et le feedback. Alors là, je ne sais plus qui va faire quoi. C'est moi, il faut passer au suivant. Hop. Voilà. Donc là, on va passer au fameux feedback, à la rétroaction qu'on va pouvoir donner le plus vite possible à nos élèves. Donc, si tu peux passer à la dia suivante. Hop. Voilà, ça c'était toi. Oui, donc c'est nous deux, on peut y aller aussi. Hein. Comment donner du feedback en autonomie finalement? Il y a déjà les trucs autocorrectifs, donc les trucs qui se corrigent tout seuls. Alors c'est l'ancienne version, c'était la version papier, tu fais les exercices, j'ai la correction dans une farde, tu peux aller chercher la feuille de correction quand tu as fini l'exercice, allez, corrige-toi tout seul. C'est sympa, c'est utile, pourquoi? Parce que à chaque fois que l'élève voit lui-même qu'il a une erreur, il s'autocorrige et donc il apprend, il réfléchit. Le rôle du prof à ce moment-là, à partir du moment où il y a du feedback en autonomie, c'est-à-dire qu'il se contrôle tout seul, mais nous, c'est vraiment d'aller débloquer l'élève
qui reste bloqué sur quelque chose, on a du temps, on peut le faire, on a le temps de discuter et de voir là où ça bug et comment on peut l'aider. Quels sont les outils maintenant utiles pour faire tout ça? Il y en a une belle panoplie. Il y en a certainement qui ne sont pas mis là et qui existent et qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît et qu'on a oublié. Mais déjà, pour la base, on a le basique. Pour moi, c'est le Google Forms. C'est le premier avec lequel j'ai débuté, en tout cas, où on va pouvoir effectivement, dans le questionnaire, je vais aller dessus. Hop, on va faire ça. Voilà, je suis dans le mode élève où j'ai terminé de compléter mon questionnaire et je fais afficher la note. Et je vais pouvoir directement voir. C'était des bêtes questions. Quelle était la saison la plus chaude en Belgique? C'est évidemment l'été. Avec, vous voyez en commentaire s'il se trompe, regarde cette vidéo pour comprendre pourquoi l'été est la saison la plus chaude. Donc il y a moyen de faire un feedback où il va pouvoir aller consulter une vidéo. Ici, le petit feedback, j'avais 4 moins 3, ça fait 1. Avec la petite explication que si on a 4 pommes dans son panier, on en retire 3. Et il en reste une. Et là, il y a... Pourquoi est-il recommandé de prendre un sifflet quand on part se balader en forêt? Hop, et il y a un petit lien vers un site qui va donner toutes les explications de sécurité pour quand on part se balader en forêt. Hop, ici, c'est une bête erreur d'écriture. Donc, l'élève, il doit aussi pouvoir à un certain moment se détacher de l'outil informatique qui ne sait pas tout faire à notre place. Et donc, on ne va pas encoder les 10 000 écritures possibles. Et donc là, l'élève, il est apte à juger, à se dire, finalement, j'écris Bruxelles aussi. Donc, j'ai bon. Donc, finalement, j'aurai quand même les points, même si là, je ne les ai pas. Et puis, par la suite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Là, on voit qu'il y a 6 joueurs de hockey sur le terrain, dans une équipe. Et voilà, si tu as un doute sur le hockey, tu peux aller voir le lien ici. C'est simplement, ça renvoie vers un schéma, effectivement, avec les joueurs de hockey sur un terrain. Donc, il y a moyen de faire pas mal de feedback avec un Google Forms. On peut aussi aller sur Quizzes. Alors, Quizzes, est-ce qu'on va avoir un vrai feedback? Comme l'a dit Isabelle, le feedback qui a du sens, c'est celui où il y a une explication. Là, non, du coup, on va juste avoir t'as bon ou t'as pas bon, et voici juste la bonne réponse. Donc, Quizzes va être plus dans le dernier pilier qui est de l'ancrage et pouvoir... les élèves s'entraînent et mémorisent un peu plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Isabelle. Moi, je vais utiliser Quizzes le plus souvent au rythme du professeur. Aussi. Ce qui va faire que, en fait, je vais poser la question à tous mes élèves et ça va s'arrêter après chaque question. Donc, je vais pouvoir voir les tendances dans la classe par rapport aux réponses et eux vont voir si c'est correct ou pas. Et en fait, le feedback, on va le faire de façon orale. Donc ça, je vais l'utiliser en activité de groupe. Mais vu qu'ils sont tous obligés de répondre, c'est aussi très efficace et on va pouvoir donner le feedback pour expliquer les mauvaises réponses qu'on aura constatées dans le Quizzes. C'est juste. J'avais oublié. J'étais plus Kahoot en mode prof et Quizzes en mode ludique, moi. Je l'ai toujours fait en mode ludique, c'est juste. Maintenant, j'utilise beaucoup pour les choses qu'ils doivent retenir et qui ne nécessitent pas une explication. Par exemple, on leur demande à un certain moment de connaître toutes les racines des 10 premiers nombres par cœur, donc racines de 9, de 16, les carrés parfaits. Voilà, il y a juste 10 questions à poser. Ça, je peux le faire dans un Quizzes comme je peux le faire dans un Forms, mais c'est plus ludique avec Quizzes, c'est plus chouette. Et Quizzes, il y a moyen de donner un feedback, mais c'est dans la version payante. Mais bon, il y a tellement d'outils que il n'y a pas forcément... Il n'y a pas besoin de payer. Même si le suivant, finalement, c'est un outil payant aussi. Alors là, je pense sur beaucoup de jets. Donc, est-ce que je suis dans la version avec les solutions? J'ai fait les exercices aussi. Oui, parfait. Et donc, on voit les rétroactions. Là, c'est juste bon ou pas bon. J'ai pas pris le temps de mettre un feedback partout. Hop, je vais aller prendre la question où il y a une explication. Ah, elle n'y est plus. J'avais tout le développé. T'as renvoyé? J'ai renvoyé. Hop. En passant par beaucoup de jets directement, à mon avis, je vais y arriver. Hier, je l'avais. Hop, on va faire ça. Beaucoup de jets. Mais widget. Et donc, c'était pour montrer aussi simplement qu'on peut mettre du feedback dans les widgets de BookWidget. Je reviens et il s'appelle Maths, résolution d'équations.
Et là, dans l'aperçu, est-ce que je vais y avoir? C'est déjà mieux, les réponses sont bien. Voilà, ici. Donc l'espace ici est bien dans le but de réexpliquer à l'élève, voilà. La première ici, c'était de la distributivité ou je ne sais plus, c'était les équations du second degré. Et donc on peut effectivement remettre des explications plus complètes pour que l'élève, s'il en a besoin, puisse les lire quand il a le retour de son évaluation. Et toi, Isa, par rapport à BookWidget? Oui, c'est la même chose. On peut aussi mettre des images qui illustrent la réponse. Et il y a aussi, on peut ajouter des petits indices. Donc, quand l'élève a des difficultés à trouver la bonne réponse, on peut lui mettre un indice sur lequel il va cliquer s'il en a besoin, ce qui va l'aider à obtenir la bonne réponse. Dans les autres, oui, je passe un peu trop vite à la suite. Dans les autres pop-up plateformes, donc il y en a plein d'autres. On peut aller sur la cuisinière, c'est un peu le même principe, mais sauf que l'élève va devoir garder le code de sa copie parce que il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de compte. Il y a Kahoot, où là c'est plus comme Quizzes, on va le faire en mode, comment on appelle ça, à la vitesse du prof. Et donc c'est le prof qui passe une question à la fois et on fait le feedback en direct. Sinon, on peut simplement sur son Learning Management System, sur son Classroom, sur son Teams, mais poster les vidéos correctives du travail qu'on a demandé aux élèves. On peut aussi donner un accès au corrigé du travail, tout basiquement, pour commencer, sans devoir forcément utiliser d'autres outils. Et c'est vraiment très, très important, et je dirais encore plus en maths, en sciences, parce que quand on leur donne, par exemple, un devoir, des exercices en maths, et qu'on ne donne pas le corrigé, ils vont si on donne 10 exercices, ils vont faire les 10 exercices. Mais s'ils avaient eu le feedback après le premier exercice, ils auraient peut-être pu voir, en fait, qu'ils avaient une erreur de raisonnement. Et donc, ils n'auraient plus fait et ils auraient appris en faisant les 9 exercices suivants. Donc, même si ce n'est commencé que par mettre les corrigés sur le drive, c'est vraiment important, surtout pour les devoirs. Maintenant, vous allez dire, oui, mais l'élève, il peut recopier et il va pas vraiment faire le travail. Ben, voilà, moi, franchement, je suis pas une fervente admiratrice des devoirs. Je pense que c'est vraiment une grande cause d'inégalité entre élèves, quand on a un papa ingénieur qui peut nous aider en maths ou on a des parents qui peuvent payer les cours particuliers. Si on n'a pas cette chance-là, on est vraiment tout seul, on n'a pas d'aide. Et le corriger, c'est vraiment une première aide qu'on peut avoir et qui est facile à donner. Le discours que j'avais par rapport à mes élèves, c'est que je ne les forçais pas à faire les devoirs. Je leur disais, ne me faites pas perdre des minutes de vie. Si c'est pour le faire par une intelligence artificielle, enfin, nous, en langue, elles sont là depuis un bon bout de temps. Si c'est pour le faire par une intelligence artificielle, ben, ne le faites pas. Enfin, et voilà, bonne chance pour l'examen. On verra comment ça se passe, mais ne me faites pas perdre des minutes de vie, s'il vous plaît. Et donc, ceux qui faisaient les devoirs, c'était vraiment ceux qui avaient compris l'intérêt de faire des erreurs et d'apprendre de leurs erreurs. C'est vraiment de l'entraînement. Enfin, oui, moi, j'appelais ça... c'est la phase d'entraînement et je comparais toujours les maths à un sport et pour pouvoir mettre un panier de basket, il faut d'abord s'entraîner et on ne réussit pas à tous les coups. Et généralement, quand ils comprennent qu'on ne fait pas... j'étais pas pour les devoirs non plus, déjà parce qu'ils ne les faisaient jamais chez nous, en technique professionnelle. Oui, ils ne font pas plus en général. Non, mais parfois, il y a plus les parents derrière que chez nous. Mais voilà. Du coup, j'étais pas du tout pour les devoirs. Tout se faisait en classe et toujours avec des échéances bien définies, simplement. Et alors, pouvoir m'adapter au rythme de chacun. Ils savaient qu'ils pouvaient demander quand ça n'allait pas et dire j'ai pas le temps, j'ai pas su faire, etc. Et on refixait une échéance pour cette personne-là. Par rapport au feedback en autonomie, donc on vient voir le feedback grâce aux outils numériques, mais c'est pas la seule façon de donner du feedback aux élèves en autonomie. On va pouvoir faire aussi des corrections communes en petits groupes. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours une correction au tableau avec toute la classe. On peut aussi définir des petits groupes de travail. Et ça, c'est un peu plus la pratique de Isa. Si je peux te laisser
Et je l'expliquerai après quand on montre nos exemples concrets. Ça marche. Et donc ici, donc, le but, c'est vraiment de montrer aux élèves, de confronter en fait leurs interprétations des exercices. Et donc, ils vont faire un même travail. Et puis après, entre eux, ils s'auto-corrigent. Ils regardent à gauche, à droite, où il y en a un qui a fini avant tout le monde. On lui donne le petit correctif et il va pouvoir faire le coach des autres. Ce qui est chouette, c'est de créer cette discussion en fait entre eux, de dire oui, j'ai pas compris comme ça, et l'autre il va dire écoute, voilà, moi je fais comme ça, etc. J'ai compris ceci. Ils vont confronter leurs avis et finalement, en discutant, ils vont construire leur représentation mentale et pouvoir mieux comprendre et mieux mémoriser la matière que si on avait fait au tableau avec toute la classe. Donc ça, c'est important aussi de créer la discussion, l'émulation entre eux et pas toujours faire tout reposer sur les épaules du prof. Alors, on peut s'aider évidemment de fiches de soutien, on peut s'aider de sites, on peut aussi créer des documents partagés dans lesquels on explique évidemment les différentes erreurs, les explications, etc. Et donc, pour cette partie-là, par exemple en langue, quand je vous dis que le feedback est important, c'est bien pour la grammaire, ça va être la première chose à laquelle on va penser, mais l'élève va avoir besoin de feedback aussi pour l'écrit et pour l'oral. Et tout ce temps que je libère en occupant mes élèves, je vais avoir le temps d'aller parler à mes élèves en classe et noter un feedback pour qu'ils puissent s'améliorer. Et j'ai remarqué que le fait que ce soit pas en différé d'écouter une vidéo et puis de leur donner le feedback, ils en ont rien à faire. Mais quand je leur dis directement ah mais ça tu pourrais améliorer, tu pourrais faire ça comme ça, et qu'ils en gardent une trace écrite, que ce soit une feuille de papier ou un document partagé avec moi dans le Drive, ça avait un plus gros impact de progression sur mes élèves. Ok, on peut encore donner du feedback autrement, simplement en passant par la coévaluation ou l'auto-évaluation aussi. C'est important pour l'élève c'est ce qui va l'engager finalement dans les activités aussi, c'est de pouvoir s'auto-évaluer. Alors, il y a des petites auto-évaluations basiques. Est-ce que j'ai aimé faire ce travail? Est-ce que j'ai trouvé ce travail facile, etc. Pour réaliser ce travail, j'ai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin des amis, de l'enseignant, de ressources ou autres? Donc ça, c'est vraiment un truc basique, plus pour les élèves de première, deuxième. Après, on peut aller dans l'auto-évaluation un petit peu plus loin et en précisant les compétences à atteindre. Voilà. Est-ce que ici, c'est par rapport, je pense, c'est une expression orale qui est jugée alors par les élèves et par soi-même, donc par l'auto-évaluation aussi. Quand on va juste mettre en place la co-évaluation avec les autres, c'est important d'avoir un climat de classe de confiance, de l'avoir mis en place dès le départ et de bien demander aux élèves qu'à partir du moment où ils vont critiquer, il y a des critiques positives et des critiques négatives. Donc, ils doivent aussi bien donner un point positif qu'un point négatif pour leur apprendre qu'on ne fait pas de nouveau une fixette que sur les erreurs. Il faut aussi pouvoir relever tout ce qui fonctionne et dire que c'est positif. Alors ici, je disais, c'est un exemple sur une expression orale où on demande si les 3 élèves qui ont présenté étaient détendus, souriants, est-ce qu'ils ont présenté les informations en équilibrant les prises de parole. Et donc, il y a toujours l'évaluation d'un père et l'évaluation de l'enseignant ici qui compte dans cette manière de faire. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Isa. Non. Voilà, je pense que c'est bon pour toi. Et donc là, on va passer à la partie consolidation. Donc, une fois que l'élève a vu quelles erreurs il faisait, il doit s'entraîner pour que ça devienne un automatisme. Et c'est vrai que souvent, moi, j'ai des profs qui me disent « Oui, mais on ne peut plus faire de drill. » Mais en fait, c'est faux. Pour avoir discuté avec les conseillers pédagogiques des différents réseaux, ça n'est pas ce qu'ils expliquent. En fait, il faut varier les techniques de drill. Et donc, du drill, ça peut être aussi bien du jeu de bloquettes qu'un caout, qu'un exercice papier. Et parce qu'il y a des profs, ils ne font la même chose à tous les cours et les pauvres élèves, ils ne font que gratter dans un cahier d'exercice. Ça n'a rien de stimulant et c'est plus ça qu'ils entendent dans « on ne peut plus faire de drill ». Mais le drill reste super important dans le processus d'apprentissage. Si tu peux passer à la dia suivante.
Voilà. Et donc là, on va passer à nos exemples très concrets que moi j'ai mis en place en langue et puis que Virginie aura mis en place en mathématiques. Donc, moi, toute la phase d'entraînement et ensuite de consolidation va se faire comme ceci. Donc, c'est basé sur les ceintures de compétences. Ah oui, du coup, est-ce que tu peux… Oui. Oui. Je te laisse la main. Je reviens. Parce qu'il y a des hyperliens et ça sera plus facile. C'est bon? Voilà. Oui. Voilà. Et donc, on est parti à la base un syllabus que j'ai fait avec mes collègues. Donc, il est en version papier et c'est basé sur les ceintures de compétences. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée en primaire et qui est très intéressante, mais je l'ai testé de toutes les façons possibles en version papier, avec des gommettes, avec des tableaux d'affichage, et franchement, c'était un peu galère. Et le principe veut que c'est comme au judo, donc on va classer les éléments de matière par difficulté. Donc, on va avoir la ceinture blanche, ça va être facile. La ceinture orange, ça va être un peu plus difficile. Et comme ça, on augmente dans les couleurs. Plus on augmente dans les ceintures, plus ça devient difficile. Et en fait, au moment où l'élève se sent capable de passer l'interro, et c'est ce qu'ils font aussi en pédagogie active, au moment où l'élève se sent capable de passer l'interro, il va prendre le test et il va faire le test. Donc, en primaire, c'est parfait parce qu'ils ont leurs élèves toute la journée, ils peuvent se permettre de faire ça. Mais chez nous, en secondaire, ça devient difficile parce que nos élèves, on les a 4 heures, 2 heures, 6 heures. Donc, il a fallu trouver une adaptation à ce système-là. Donc, pour commencer, les élèves vont s'entraîner et ils vont avoir un exercice. Je vais vous montrer ici. Ils vont avoir un syllabus que je vais ouvrir avec Camille, qui est un PDF où j'ai juste mis un peu d'interaction pour pas qu'ils doivent scroller pendant des heures. Ah. Voilà. Ah, je veux pas. Bon, ça met un petit temps. Je vais rajouter mon compte. Ah, on n'a pas mis le bon. Allez, je viens de le faire. Bon, sinon je vous montre dans la vue de l'élève. Donc en fait, ici, s'il choisit le Pass Continuous, il clique dessus. Et d'abord, il a un petit test pour voir s'il se souvient bien de tout ce qu'il doit connaître pour ce temps. Et en fait, ce sont des petits exercices. Donc, il ne va pas y avoir plus de 5 phrases dans un exercice. Et ça va par gradation de difficulté. Donc, d'abord, pour un temps, on va voir la forme affirmative. S'il connaît, il va corriger, il va avoir accès au corrigé via un drive. Et si c'est correct, eh ben, il va pouvoir passer à l'exercice 2, qui est la négation. Si par contre l'exercice 1A n'est pas correct, il va pouvoir aller chercher de l'aide et ensuite réessayer le 1B. Et donc, il va pouvoir pousser
jusqu'au moment où il trouve une difficulté. Le but pour lui, c'est vraiment d'explorer jusqu'à ce qu'il bute contre l'erreur pour qu'il puisse apprendre quelque chose de nouveau. Une fois qu'il s'entraîne, je vous ai dit, il corrige directement ces 5 petites phrases et il va avoir 3 types d'aides différents. La première, et c'est celle qu'il préfère, ça va être l'aide de leurs condisciples. La deuxième, ça va être un petit site internet que moi j'ai créé où pour chaque temps ou chaque point de grammaire, donc là ici, si je reprends les temps du passé, eh bien, il va retrouver un tuto vidéo que je n'aurais pas fait, comme ça il a une autre manière d'expliquer les choses, et il va retrouver des exercices autocorrigés en ligne pour vérifier sa bonne compréhension du tuto vidéo. Et si, avec l'aide de ses camarades ou du site web, il n'y arrive pas, eh bien là, il peut toujours me poser des questions. Et en fait, en fonctionnant comme ça, on ne m'a jamais autant posé de questions sur la matière et des questions vraiment très, très poussées. Parce que, comme on va le voir sur la dia suivante, une fois qu'ils se sentent prêts, je détermine qu'il va y avoir le test à telle date. Je ne peux pas me permettre de leur faire passer le test quand ils veulent, parce que je les vois que 4 heures semaine. Donc, on décide ensemble de la première date de test. Et je leur dis que voilà, ils vont avoir 3 essais pour obtenir 70% au test. Pourquoi 3 essais? Parce que j'ai des ados chez moi et j'ai bien vu que quand ils revenaient et qu'ils ne connaissaient pas leur vocabulaire en néerlandais, ça ne les traumatisait absolument pas. Ils pouvaient très bien continuer leur vie et se rendre compte la veille de l'examen qu'en fait, ce vocabulaire, ils ne le connaissaient pas. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on leur foute la paix aussi vite. Tandis que là, mes élèves savent que je ne vais pas les lâcher tant qu'ils n'obtiennent pas 70%. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a pour conséquence que, allez, au fil du temps, eh ben, la majorité des élèves obtient 80% des élèves obtiennent 70% au bout de la première fois. Une fois qu'ils ont passé le test, moi j'utilise beaucoup Widget parce que je trouve que c'est la meilleure plateforme d'exerciceur pour le moment. Et il y a une option qui est absolument magique. Bon, ici, c'est un peu flou. C'est l'option live. Donc, quand mes élèves commencent le test en classe, je vais aller dans l'option live et je vais pouvoir voir en direct qui fait quoi, qui a obtenu quel point, à quelle réponse. Et par exemple, un élève qui a 18 sur 20, je vais aller le trouver, je vais lui dire il te reste 2 erreurs. Je peux vous assurer qu'il va passer un quart d'heure à chercher ces 2 erreurs et va les trouver, il va obtenir le maximum. C'est mon but qu'il ait le maximum. Pour les élèves en difficulté, je ne vais pas aller les décourager en disant il te reste 18 erreurs dans ton test. Non, le dialogue pédagogique va intervenir après. Quand je vais leur demander, déjà, première question, est-ce que tu as étudié? Parce que s'ils n'ont rien fait, j'ai beau mettre tout ce que je veux en place, il n'y aura pas de miracle. Mais s'ils ont étudié, là, on va pouvoir travailler l'erreur parce qu'en général, s'ils ont travaillé et qu'ils n'ont pas les points, ça va les énerver. Et donc, c'est le moment où je vous disais, ils ont fait des prédictions, ils voient que ça a foiré et il y a cet étonnement qui se fait. Et souvent, chez les ados, l'étonnement, ça peut prendre la forme d'un énervement, mais enfin, il est contre personne, ce petit énervement. C'est vraiment, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas eu le maximum alors que j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et il faut profiter de ce moment pour faire le feedback. Comment moi j'organise le feedback? C'est grâce aux résultats, à la fin du test, je désigne des élèves experts.
Donc, ceux qui ont le mieux réussi, ce n'est pas forcément les natifs, c'est ceux qui ont beaucoup bossé, qui ont bien compris. Et donc, je dis, voilà, les élèves du expert du jour sont, je donne 5-6 noms, et je dis aux autres élèves de se regrouper autour de ces élèves-là. Ils peuvent choisir où ils vont, ils se rassemblent. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils vont avoir les bonnes réponses. Donc, souvent, quand on leur demande de corriger un test, qu'est-ce qu'ils font? Ils notent la bonne réponse au big vert. Est-ce que ça a un intérêt? Ça peut, mais l'intérêt, c'est quand même de comprendre, tiens, quel type d'erreur j'ai faite. Et je leur donne comme mission, ainsi qu'à l'élève expert, d'être capable, à la fin de l'heure, de m'expliquer le type d'erreur qu'ils ont faite pour avoir 20 sur 20 la fois prochaine. Et les élèves experts, parfois, enfin, au fil du temps, il y a de moins en moins de râleurs, mais parfois, on peut avoir la réaction de « oui, mais pourquoi moi je perdrais mon temps à expliquer alors que j'ai tout compris ?» Et donc, et ils le voient très rapidement aussi, c'est de leur expliquer que c'est important d'être élève expert parce qu'en fait, réexpliquer la matière, c'est le degré ultime de maîtrise de la matière et que ça va les pousser aussi, eux, dans leur retranchement. Il y a toujours un moment où ils vont buter, ils ne vont pas comprendre quelque chose et ils vont vous interpeller. Et là, on va aller dans le détail du détail de la règle. Je trouve ça super intéressant. Et personnellement, je n'ai jamais eu des questions aussi poussées que depuis que j'ai mis ça en place. Donc, tout le monde va y trouver son compte, aussi bien l'élève expert que l'élève qui a plus de difficultés et qui va poser beaucoup plus de questions à un camarade qu'à moi. Et moi, honnêtement, avec des classes de 28, je ne sais pas me dédoubler. Donc, comme disait Virginie tout à l'heure, je délègue une partie de mon travail et vraiment, quand il faut plus d'expertise ou vraiment ça ne marche pas pour un élève, c'est moi qui interviens. Ça me permet aussi pour les élèves en grande difficulté de pouvoir m'asseoir à côté de lui et pendant 20 minutes revoir avec lui en individuel parce que ça ne va pas aller en petit groupe. Ils aiment bien aussi utiliser mon site. Honnêtement, ils préfèrent utiliser le site internet que le manuel de grammaire qui est aussi à leur disposition parce qu'ils aiment bien trouver les réponses par eux-mêmes aussi. Et maintenant, c'est Virginie qui va vous parler de ce qu'elle a mis en place avec ses outils en mathématiques. Et je vais arrêter de partager. Tu me repasses, ouais, parfait. Je vais repartager aussi. Voilà. Je reviens. Il faut juste que je retrouve la présentation. Elle est là-bas. Voilà. En mathématiques, je n'ai pas du tout construit, donc je n'ai pas de site internet parce qu'il y en a un qui existe. Et donc, c'est ma première ressource, c'est Khan Academy. Je vais aller dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc, Khan Academy, c'est un outil tout construit, tout fait, clé en main, où le professeur va pouvoir aller sélectionner des exercices et les attribuer à ses élèves. C'est pas moi qui dois créer les questions sont toutes faites. C'est en rapport avec le programme belge, parce qu'il y a une équipe belge qui a remis ça en place. Et donc, on va retrouver vraiment tout ce qu'on veut. La seule petite difficulté que j'avais, c'est que c'est plutôt pour le général. Et donc, pour mes élèves, il fallait vraiment que j'aille faire le tri et que je prenne les exercices qui le regardent. Alors, j'explique le principe juste d'un exercice sur Khan Academy pour l'individualisation. Ils ont ici, bon, j'ai pris quoi? J'ai pris déterminer l'image d'un nombre par une fonction. Et donc, ils vont devoir faire le petit calcul, remettre la valeur dans le calcul. S'ils ne savent pas, vous voyez ici en dessous, j'avais déjà développé, il y a un indice. Et quand ils le souhaitent, ils peuvent demander un deuxième indice. Ici, il n'y en avait que 2 d'indices, mais le deuxième, c'est la réponse. Donc, ils ne sont pas bloqués. La réponse, c'est 101. Je vais montrer l'exercice suivant. Hop, ils vérifient, ils valident. On a les petits confettis. Quand on a bon, on passe à la question suivante. Et donc ici, je me retrouve à la question suivante. S'ils n'ont toujours pas compris, ils ont accès d'abord à une vidéo et ensuite, ils peuvent demander un indice. Et donc, pareil, ici, il y a un indice sur 2 qui est donné. Et donc, par la suite, ils peuvent aller regarder le deuxième indice s'ils veulent, sachant que les points ne sont pas comptabilisés quand ils ont demandé des indices.
Donc ça, c'est un site vraiment top, top, top. Je ne sais pas si je peux aller sur la page d'accueil. Là, c'est mon tableau de bord du prof et donc je vais pouvoir avoir accès aux élèves. C'est des vrais élèves qui n'étaient pas équipés à l'époque. On avait équipé que les 4e. Donc, vous voyez que on peut différencier. À chaque fois qu'il y a un petit rectangle, ça veut dire que j'ai attribué l'exercice. Je ne l'attribue pas à tout le monde parce que tout le monde n'en a pas besoin en fonction des résultats qu'ils ont aux autres. Et donc, on va vraiment pouvoir faire de l'individualisation et du travail autonome par rapport aux mathématiques. C'est vraiment un site de maths. Par rapport au domaine d'études, on va retrouver... Hop, je vais essayer d'aller revoir. Dans les cours, voilà, je peux vraiment aller chercher les cours en fonction de l'année ici par classe. C'est bien les années belges, on a même les révisions du CEB, les révisions du CERD, on a plein de ressources. Je vois qu'il y a des sciences aussi, un petit peu de bio, physique, chimie, il y a de l'informatique aussi. Oui, et c'est en dessous, l'informatique, apprendre à coder. Alors j'avais essayé de mettre mon fils une fois dessus, mais je pense qu'il y a encore pas mal de ressources qui sont en anglais. Oui. Donc voilà, c'est un site qui est en constante évolution, donc il ne faut pas s'arrêter si vous ne trouvez pas maintenant les choses. Ça va peut-être arriver, parce que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait que les maths, il n'y avait même pas les sciences, l'informatique. Je vois qu'il y a de l'économie qui arrive aussi, des ressources pédagogiques aussi. Et c'est donc ça que moi, je donnais en extra, et je leur demandais de mettre leur Khan Academy en anglais. Comme ça, ils travaillaient leur anglais en même temps. Tu es allé sur quoi? Sur apprendre à coder ou Oui. Ok. Mais c'était Java, JavaScript. Ok. Donc, il y a vraiment moyen de trouver toutes les ressources. Je vais prendre juste un chapitre pour montrer aussi qu'ils peuvent y aller seuls. Donc, c'est pas obligatoire. C'est aussi un site que je donne aux parents. Quand les parents demandent de faire des exercices supplémentaires, etc., mais généralement, je renvoie vers le site Khan Academy parce qu'il y a vraiment toutes les ressources dedans. Je vais prendre ici un chapitre. Hop, nombre, introduction et rappel. Et donc, ils vont pouvoir passer différents niveaux de maîtrise. On a le petit bonhomme qui est sympa. Hop, on a d'abord le premier chapitre, histoire des nombres, ici avec différentes choses à aller voir. Il n'y a pas de vidéo dans celui-là, je regarde ici en dessous. On va avoir différents documents. Il y a une question? J'ai entendu un petit son, non? Il n'y a rien, non. Ce n'est pas un outil pour les langues, la Khan Academy, pour Sophie. C'est vraiment un outil maths sciences pour le moment. Et donc ici, ils vont pouvoir aller voir leurs petites leçons. Donc, il y a 3 styles de ressources sur Khan Academy. Il y a les petites leçons expliquées avec du texte, avec des exercices inclus. Comme disait Isa, il n'y en a pas 10 000. À chaque fois, il y en a 3-4 max. Et on va pouvoir faire l'exercice. Il y a des petites vidéos explicatives. Petites, c'est relatif. Ici, c'est une vidéo de 13 minutes quand même. Donc, pour mes élèves de 3-4P, ce n'est pas encore idéal. Et puis, il y a les exercices. J'ai pris un chapitre où il n'y avait pas d'exercice. J'essaie de vous trouver. L'exercice, vous venez de le voir, c'est quand il y a un petit crayon. Hop, ils sont ici à côté à chaque fois, les exercices. Voilà, là, ils sont prêts, c'est parti. Et ils font l'exercice. Ou ils peuvent à nouveau regarder la vidéo ou demander des indices. Donc ça, c'est pour vraiment tout ce qui est un outil super pour nous, en tout cas les profs de maths. Cet outil, il est fait, il existe, et donc il n'y a pas à le recréer, à le repenser. Par rapport à tout ce qui est tuto, donc comme Isa, moi j'aime bien qu'ils aient une autre version que la mienne, et donc il y a pas mal de chaînes de tutos, de profs. Beaucoup de profs français, malheureusement, en maths, ça a un impact parce que le vocabulaire mathématique français et belge n'est pas le même. Oui, il y a des différences. Et si on parle des Canadiens, c'est encore autre chose. Des notations qui sont différentes aussi. Et donc, c'est pas grave. Moi, j'ai fait mon deuil de tout ça parce qu'on prend le temps simplement en cours de leur expliquer, voilà, en France, ils disent ça, en Belgique, on dit ça. C'est pas pour autant que la vidéo, elle est bonne à acheter. Au contraire, il explique très bien. Il explique d'une façon différente de la mienne. Et donc, ils peuvent aller voir de toute façon, s'ils font une recherche YouTube quand ils sont perdus la veille de l'examen, ils vont tomber sur ces vidéos-là et pas sur les vidéos belges. Il y en a plus de françaises. Pour tout ce qui était problème de dépassement, donc je vais montrer les fameux problèmes du dû. C'est donc un site de ressources. J'ai mis directement l'accès aux problèmes, mais ils ont tout un site avec des exercices en ligne, avec des ressources. Et ici, je vais pouvoir faire ma recherche par catégorie et aller chercher, par exemple, je travaille sur les périmètres. Hop, je tape périmètre et j'ai 4 exercices qui me proposent de faire sur les périmètres. C'est des petites vidéos toujours sympathiques. Hein. Vous voyez ici, il y a visiblement un petit train qui tourne sur
sur un circuit. On demande de calculer la distance parcourue par le petit train. Et à chaque fois, c'est des triplés ou des jumeaux, je ne sais plus, je crois que c'est des triplés, et ils se confrontent leur avis. Il y en a toujours un qui a la bonne solution et pas l'autre, mais on ne le sait pas. Donc ça termine toujours par une question, et toi, qu'en penses-tu? Et donc l'élève, à partir de là, va pouvoir développer. C'est l'exercice que j'aime bien mettre en dépassement pour aller plus loin. On a des petites séries animées qui sont très sympas aussi, des petits dessins animés mathématiques, il y en a 9, qui s'appellent Simplex. Bref, j'aime bien varier, aller un peu dans tous les sens. On chante aussi en maths, il y a aussi des chansons en mathématiques sur YouTube, donc il y a moyen de trouver, ou de faire aux élèves en dépassement. J'aime bien aussi, tiens, regarde, l'exemple, il est là, est-ce que tu peux me faire la même chose, mais plutôt version rap ou plutôt version comme toi tu aimes? Ils sont un peu K-pop pour le moment, donc on va pouvoir faire ça, une petite version coréenne. Et la dernière chose que j'utilise beaucoup aussi par rapport aux mathématiques, on a la chance d'avoir une matière, la chance et la malchance, on a une matière pyramidale, mais une matière qui se décompose très facilement en petits apprentissages, et donc on va pouvoir utiliser l'enseignement explicite. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'enseignement explicite. S'il y en a qui ont déjà entendu parler. Oui, Caro, j'avais pas vu dans les chats. Oui. Et donc, l'enseignement explicite, c'est vraiment, on va pouvoir découper sa matière en toutes petites séquences. On va d'abord expliquer son raisonnement. Donc, en tant que prof, on va leur montrer un exemple et en faisant vraiment toute la démarche mentale, mais oralement. Donc, on va pouvoir dire, voilà, comment je résous une équation. Je me pose d'abord telle question, je pense à ceci, puis je fais cela. Et on fait vraiment la verbalisation de toutes nos démarches mentales. Puis ensuite, on va le faire en commun. Donc, on reprend un deuxième exemple, on le fait tous ensemble. Et puis après, moi, généralement, il y a l'évaluation tout seul, mais j'aime bien, avec mes élèves, faire d'abord des binômes. Donc, ils travaillent par banc, ils sont par 2 par banc. Et donc là, ils vont pouvoir faire un exercice à 2 où ils s'expliquent l'un à l'autre. Et enfin, vient l'évaluation des apprentissages. Comme disait Isa, il n'y a pas 36 000 exercices. J'ai mis ici un exemple, c'était encore une version papier, que j'ai refait en Forms par la suite. Si ça veut bien charger les images avec. J'ai aussi Internet qui bug. Et donc, à chaque fois, on a vu un point de matière par rapport à un cahier, parce que j'avais un support cahier qui était l'Actimat en classe. Et donc, on a vu un point de matière qu'on a fait de façon explicite, et puis ils ont un exercice. Point. Et puis, je passe au point de matière suivant, où je fais la même méthode, en fait. Je vais pouvoir aller sur... comment dire, sur, je ne sais plus où j'en étais, sur la même méthode. Donc, je vais d'abord faire l'explication avec tout le monde, verbaliser ma démarche, puis ensuite, on en fait un exemple en groupe, puis après, on va encore faire un exemple en duo, et puis on passe à la petite vérification autonome, tout seul. Et qui, là, en version papier à l'époque, je devais tout corriger avec eux, mais ça allait super vite parce qu'il n'y a que 2 questions, donc ça se corrige super vite. Et après, je suis passée aux Forms, et donc là, ils ont pu aller découvrir eux-mêmes leurs résultats et se corriger. Donc voilà, c'est vraiment des mini... À chaque fois que vous voyez vérification, il est marqué nom, prénom, c'est une autre éval à chaque fois qu'on faisait en tout petit morceau. Et puis à la fin, quand on a fait 3-4 petits morceaux, il ne faut pas oublier de refaire les 3-4 en un coup pour ancrer, faut pas oublier cette matière-là. Donc, faut pas la mettre de côté, faut faire des rappels réguliers, récurrents, pour pouvoir intégrer et mémoriser la matière. Et voilà. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit oui. Sur les corrections, en fait, moi, le fait de passer au numérique, qu'est-ce que ça a changé? Parce que concrètement, tout ça, je l'ai fait aussi version papier. Et en fait, je croulais sous les corrections. Ça n'était plus possible. Du coup, j'ai décidé de passer en autocorrigé. Donc, j'avais fait des QR codes texte. Donc, il n'y avait pas besoin du Wi-Fi parce qu'on n'avait pas vraiment de Wi-Fi. Et donc, l'élève scannait avec son appareil photo et les réponses apparaissaient sur son téléphone sans Internet. Mais j'ai constaté que les élèves, ils n'en avaient rien à faire, ils ne corrigeaient pas bien. Ils corrigeaient pour me faire plaisir, mais ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils faisaient. Et le fait d'être passé à des tests autocorrigés où ils ont le feedback immédiat, ça a vraiment changé la donne parce qu'ils avaient leurs résultats directement et moi, ma quantité de correction a quasi disparu du jour au lendemain. Et je ne sais pas vous, mais moi, c'est la partie
que je déteste le plus dans mon travail. Et ce qui me permet aussi, parce que vous avez dit oui, mais ça met du temps de faire tout ça, mais le fait de vous libérer des corrections, ça vous libère du temps pour de la création. Et donc, l'un dans l'autre, vous y gagnez. Puis vos tests, vous pouvez les réutiliser. Et enfin, voilà, c'est très positif en tout cas. Clairement. Je passe à la suite. Voilà. Donc là, évidemment, moi, le dispositif que je vous ai montré, ça marchait en îlot. Pourquoi? Parce que dans mon plan de travail, j'avais des activités en groupe, j'avais des activités seules, j'avais par paire. Et en fait, les îlots, qu'est-ce que ça me permettait? Ben, ils ont directement quelqu'un pour demander de l'aide. Et ça me libérait bizarrement. Je sais que les profs me disent non, mais même si je ne suis pas prof de maths, je l'ai vu, je l'ai constaté. En fait, ça me libère de l'espace dans ma classe, ce qui fait que je peux mieux circuler. Donc, moi, j'avais ma petite chaise à roulettes et je roulais d'un groupe à l'autre pour pouvoir aller faire de l'oral, pour pouvoir aller aider mes élèves. Et je passais beaucoup plus de temps à rouler dans ma classe qu'à être devant en cours magistral. Donc ça, je n'y passais plus du tout de temps. Et donc, changer sa manière de cours, ça veut dire aussi accepter le fait qu'on ne va plus être devant à diriger la classe, mais que tout ce temps qu'on investissait avant là-dedans, on va pouvoir l'investir dans vraiment de l'accompagnement individuel pour nos élèves. Alors évidemment, ce n'est pas possible dans toutes les classes de faire les îlots. Comme vous voyez, moi, ça c'est des quatrièmes, ils sont assez autonomes. Mes collègues ne voulaient pas entendre parler des îlots, donc le temps que moi je me connecte au tableau, ils avaient fait les îlots quand je le demandais. Mais pour les séances de test, ils étaient toujours en randonnion et moi je me mettais dans le fond de la classe pour voir tous les écrans des élèves en un coup. Si votre classe, ce sont des excités, c'est sûr qu'on ne va pas faire des îlots à chaque heure de cours, mais il y a aussi des règles pour gérer la discipline avec des îlots. Vous avez aussi les îlots bonifiés. Bon, moi, j'y arrive pas parce que ça me demande de compter pendant que je donne cours. Alors, en tant que prof de langue, c'est pas ce que je préfère. Mais les îlots bonifiés, c'est vous pouvez donner un bon point à un îlot quand il a fait ce qu'il fallait ou qu'il s'est bien comporté ou il a bien participé. Et quand un îlot arrive à 20 points, vous bloquez les points de tout le monde et c'est une note supplémentaire à ajouter au travail journalier. Pour gérer le bruit, il y a vous pouvez afficher comment ça s'appelle? Un détecteur de bruit, je dirais. Un détecteur de bruit qui vous fait un sale bruit quand ça dépasse tout ça. Il y a aussi des moyens pour demander de l'aide au professeur, parce que souvent, quand ils demandent de l'aide, ils restent la main levée et ils sont là, madame, et c'est leur focus, c'est de catcher votre attention. Donc, par exemple, moi, pour résoudre ça, j'ai fait des files d'attente virtuelles au tableau où l'élève se lève, va noter son nom au tableau. Et comme ça, il peut retourner travailler, il sait qu'il ne va pas être dépassé et il sait que je vais venir quand son tour sera venu dans la file virtuelle. Il y en a qui font ça avec des pinces à linge. Enfin, il y a plein de solutions sur Internet pour gérer ce genre de choses. C'est sûr qu'il faut accepter aussi que moi, à la fin, mes élèves, je m'étonnais toujours quand ils me demandaient la permission de se lever. J'étais là, ben oui, pourquoi tu ne pourrais pas te lever? Ben, parce qu'ils deviennent autonomes et ils apprennent à gérer cette autonomie petit à petit. Donc, voilà. Je ne sais pas si Virginie, toi… Moi, je ne suis pas arrivée jusqu'aux îlots, malheureusement, parce que le souci dans notre école, c'est dès qu'on fait un peu de mouvement dans la classe, il y a tous les autres profs du couloir qui réappliquent pour voir si on est toujours vivant. Donc, j'ai abandonné un peu cette méthode. On est resté en mode binôme, mais sachant que ceux de devant pouvaient se retourner et aider ceux de derrière sans souci. Donc, ici, pareil, lever la main pour demander la permission pour aller aider quelqu'un dans l'autre coin de la classe.
Voilà, il y avait vraiment une dynamique d'entraide très sympathique et très gaie à voir entre eux, et en laissant bien sûr tranquille celui qui n'a pas envie d'aider, parce qu'ils n'ont pas tous le même caractère, et ils n'ont pas tous la même relation sociale avec les collègues, et donc voilà, ils avaient dans ce cas-là l'autorisation aussi de pouvoir travailler seuls.